Le 24 septembre dernier, le dernier film du réalisateur américain Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, est arrivé dans nos salles. Globalement, le film a été très bien reçu, que ce soit par la presse généraliste, spécialisée ou par le public. C'est assez rare aujourd'hui pour être souligné. Cependant, il y a une partie du public qui rejette en bloc le film. Aimer ou non un film, c'est propre à la sensibilité de chacun. Là où ça me dérange un peu, c'est quand on brandit sa bêtise comme trophée. Ceci n'est pas une vidéo pour vous donner envie de découvrir le film. De toute façon, j'arrive après la guerre. Le film est sorti il y a déjà plus d'un mois, donc soyez prévenus, ça va spoil à mort. Pour contextualiser, Paul Thomas Anderson, connu sous le sigle PTA, c'est plus facile à dire donc je vais rester là-dessus, est un réalisateur de films américains. Il est à l'origine de films comme Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, Inherent Vice ou encore Licorice Pizza. Pour le dire autrement, on est sur un grand cinéaste américain multi-récompensé dans les festivals de cinéma, peut-être l'un des meilleurs encore en activité. C'est un artiste qui réfléchit sur ses dispositifs de mise en scène, sur ses sujets et son époque, ce n'est plus à démontrer. Nous ne sommes pas face à de simples objets de divertissement, mais des œuvres réflexives. Concernant Une bataille après l'autre, à titre personnel, j'ai adoré le film. Néanmoins, ce n'est pas mon préféré du réalisateur. J'ai tendance à préférer des films comme Punch Drunk Love ou Inherent Vice, qui captent encore mieux la bizarrerie du monde. Et c'est d'ailleurs là l'une des grandes qualités de son travail de metteur en scène. Il arrive très bien à capter l'étrangeté du monde et à la mettre en image. Son cinéma marche sur une fine corde entre le sol et le hors-sol. Il en est la synthèse quasi parfaite. Bon, l'idée derrière cette vidéo n'est pas de faire une analyse du cinéma de PTA, surtout qu'il y a matière pour en faire une plus consistante un jour. Alors je garde ça sous le coude, on ne sait jamais. Mon interrogation n'est pas d'ordre stylistique. Elle porte sur la réception du film, sur un certain profil de spectateur. Puis, au passage, ça me permet de vous livrer ma brève analyse du film. J'aime bien me tenir au courant de comment sont reçus les films liés à l'actualité du cinéma. En gros, après avoir vu un film, j'aime passer du temps sur YouTube et d'autres réseaux sociaux pour prendre la température. Et en m'enfonçant dans une niche plutôt droitière politiquement, je suis tombé sur des avis qui m'ont interpellé. L'essentiel de ces avis, je mets un point d'honneur sur le terme avis, car ce serait faire du mal au mot critique que de l'employer ici. L'espace commentaire des réseaux sociaux ne se prétend pas à un examen et un développement de pensée très approfondi, de par sa nature même d'acteur de la culture de l'instantané et limitant bien souvent le nombre de caractères. Donc je disais que l'essentiel de ces avis se base sur des arguments fallacieux. Entre les spectateurs qui relient le film à l'assassinat du militant nationaliste américain Charlie Kirk, sous-entendant que le film de PTA serait une apologie des actes terroristes, et ceux qui perçoivent le film comme haineux et anti-blanc, je me dis qu'il y a une confusion dans l'esprit de certains. L'histoire d'une bataille après l'autre décrit strictement un pays gouverné par des fascistes qui traquent des révolutionnaires d'extrême gauche. Sauf que cette situation est un point de départ et absolument pas la finalité du film. On entend chez les détracteurs du film qu'il serait caricatural dans son écriture. En gros, c'est pas réaliste. Sans rire. Depuis quand le réalisme est devenu une qualité cinématographique et le burlesque un défaut? Me concernant, je le trouve assez juste et complexe, tout en embrassant sa qualité grotesque. Il contourne le réalisme, notion un peu dangereuse quand on parle de cinéma, pour tendre vers un burlesque qui met à nu certains aspects de la réalité. Par exemple, le personnage de Stephen G. Lockjaw, incarné par Sean Penn, est un stéréotype de colonel américain, à la fois très inquiétant dans son comportement et sa capacité à faire le mal, pour sa propre réussite, mais aussi pitoyable dans son asservissement volontaire pour une élite qui n'a que faire de son individualité et de ses aspirations profondes. Un personnage de fiction, c'est difficile à écrire et composer. Dans une œuvre narrative, on ne cherche pas à avoir juste des archétypes. On veut y apercevoir une humanité, une évolution, on veut y croire. Le personnage de Bob Ferguson, interprété par Leonardo DiCaprio, est présenté dans l'introduction comme un activiste révolutionnaire enthousiaste à la libération de migrants et à la chute du régime politique de son pays. 16 ans plus tard, il est devenu toxicomane, paranoïaque et un père célibataire surprotecteur qui ne comprend pas la génération de sa fille. Les woke, en gros. I've fried my brain since then, man. I have abused drugs and alcohol for the past 30 years. Le personnage de Leonardo DiCaprio est un paumé, un cas social, qui ne sait que deux choses. Il n'est pas fasciste et il aime les femmes noires.
C'est ainsi qu'est présenté le personnage. Son seul intérêt pour la révolution est d'ordre sexuel et esthétique. God damn it! Viva la révolution! Il n'est absolument pas un révolutionnaire dans l'âme, et c'est d'ailleurs la raison de sa rupture avec sa compagne Perfidia. Il préfère une vie de confort et de jouissance à travers les drogues, plutôt qu'une vie d'activiste. Perfidia Beverly Hills se définit comme une grande révolutionnaire radicale, mais n'hésite pas à balancer ses camarades à la première occasion. Pour les moins attentifs, c'est dans son nom, Perfidia. L'adjectif perfide fait directement mention d'une personne profondément déloyale. Elle s'auto-hypersexualise sans cesse et n'y voit aucun problème et semble mélanger désir sexuel et désir de révolte. Sans parler d'échec ou de réussite du féminisme, Perfidia s'hypersexualise et se retrouve à jouer le jeu du patriarcat capitaliste tout en le combattant. Lockjaw, avec qui elle couche et qui est le père biologique de sa fille Willa, est un membre de l'armée qui, grâce à ses actions anti-immigrés, gravit dans les rangs de l'armée jusqu'au rang de colonel. Il est invité à rejoindre le club des aventuriers de Noël, une puissante société secrète de suprémacistes blancs. Mentant sur le fait de ne jamais avoir eu de relation interraciale pour rejoindre la société secrète, Lockjaw traque secrètement Willa afin de garder sa relation passée secrète ainsi que ses penchants pour les femmes noires. Willa, quant à elle, est une fille métisse, union entre une femme noire d'extrême gauche et un homme blanc d'extrême droite. Elle est dans le quatuor principal, le seul personnage à avoir des motivations qui ne sont pas d'ordre sexuel. Elle ne cherche qu'à survivre et à suivre son combat par ses idéaux. Elle est probablement le personnage le moins perdu du film. Lorsque j'ai lu des critiques qui affirmaient que le film et ses personnages étaient mal écrits, sous prétexte qu'ils seraient unidimensionnels, je ne peux m'empêcher de penser que certains spectateurs ont manqué de vigilance. En effet, chacun de ces personnages présente pourtant des nuances, des éléments qui viennent subtilement contrebalancer leur apparence ou leur caractérisation initiale. Sans dire que le film de pitié est apolitique, il se situe quand même plus à gauche. Cependant, il n'est absolument pas, comme on peut l'entendre ou le lire partout, un film gauchiste avec une grande portée politique. Je m'explique. Viva la révolution! Suite à mon incompréhension, j'ai cherché des analyses et critiques plus poussées. Je suis tombé sur la critique de l'économiste français Frédéric Lordon, orienté très à gauche, qui a écrit sur le film et explique son non-appréciation. On est malheureusement obligé de constater que PTA n'est pas capable de former une idée de la révolution et des révolutionnaires tant soit peu différentes. Ils sont juste un peu plus nombreux, un peu mieux organisés, mais pour le reste font tout pareil. Rafalent, posent des bombes, poussent des cris d'énergumènes en faisant des doigts fourrés, et tout se termine dans les arrestations, la vanité et l'amertume. Comment en irait-il autrement ? Ce sont foncièrement des figures de desperados. Significativement, rien ne nous est dit de leur vue d'un nouvel ordre ou de leur visée stratégique. Et pour cause, personne, le réalisateur au premier chef, n'en a la moindre idée, ni ne trouve même utile de se poser la question. Voilà ce que sont pour Hollywood, pitié y compris, les révolutionnaires, des desperados. Agités, violents, sans perspective, sans débouché, sans avenir, seuls et voués à la défaite, forcément. Sans souscrire intégralement à l'avis négatif de Lordon sur Une bataille après l'autre, il soulève un point très juste. Les coordonnées dans lesquelles la bourgeoisie culturelle est ici capable de penser la révolution sont la nostalgie, la libido et le jouissif. On aura vu plus radical. Je vous invite grandement à lire sa critique, il y a matière à penser. Un lien est en description pour les intéressés. Mais là où Lordon attendait un film sur la révolution, je crois que le film de PTA raconte avant tout une histoire de famille. La famille, selon PTA, est le dernier refuge dans un monde en décrépitude morale et politique. Mais là où je trouve le film malin, c'est sur la notion de famille. Les valeurs familiales peuvent être perçues comme des valeurs droitières, puisqu'elle, la famille, représente un pilier essentiel de l'ordre social. Mais le film de PTA ne parle pas d'une famille traditionnelle, ni tout à fait d'une famille recomposée. Bob est le seul parent non biologique qui est resté auprès de Willa. Et c'est là tout le geste subversif du réalisateur. Say it, baby. Love you, Bob. Love you too. Renverser des valeurs droitières établies vers quelque chose de plus progressiste, en défaveur de valeurs plus conservatrices et traditionnelles. Un film gauchiste, si cela fait sens dans l'esprit de certains, aurait, à mon sens, plutôt éclaté le modèle familial et aurait sublimé ses héros révolutionnaires. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas un film à proprement parler sur le politique, ou encore moins sur le combat politique, mais sur la transmission politique. Comment se constitue, s'entretient et se transmet une mémoire politique familiale, jusqu'à quand perdure cet héritage politique et familial. La vision de PTA est pleine d'espoir envers une jeunesse politisée qui cherche ses marques entre héritage et renouvellement. Pendant que certains y voient un grand film politique de par la nature de son sujet, j'y vois, au contraire,
un objet qui dévitalise le politique et réduit l'action politique et militante à une affaire de désir sexuel, comme le précise Lordo. La libido dirige le mouvement du film. Bob et Perfidia veulent coucher en cœur des explosions. Lockjaw se fiche de l'attentat manigancé par Perfidia et son équipe et ne demande qu'un rapport sexuel en échange de sa liberté d'action. Pour le dire crûment, chez les révolutionnaires, Samouille et sa bande à l'unisson à l'idée même d'agiter des pistolets. Dans une démarche véritablement révolutionnaire, c'est risible. Chez les fascistes, c'est un peu plus compliqué. Déjà car il n'y a pas de femmes, et ça bande uniquement durant des rapports dégradants. J'ai vu certaines remarques qui soulignaient la cocasserie en quoi le personnage de Leonardo DiCaprio dit être fan de femmes noires dans l'introduction, alors qu'il entretient presque uniquement des relations avec des femmes blanches et majoritairement blondes dans la vie. Je veux dire, si le degré de l'analyse cinématographique en est ici aujourd'hui, on a du souci à se faire. On attaque un acteur sur le fait d'incarner un rôle ? Vraiment ? Ces critiques visent-elles le film ? Ou est-ce un règlement de compte avec une personnalité médiatique ? La palme du commentaire le plus lunaire étant celui-ci. Dans le film, les gauchistes sont avant tout montrés comme des idéalistes qui libèrent des migrants, femmes et enfants majoritairement. Ils sont contre l'ordre fasciste. Trump et les suprémacistes, pour ceux qui n'ont pas compris. Un peu maladroits, un peu paumés, mais gentils. Les droitards, eux, sont tous blancs, suprémacistes, dangereux, vicieux, etc. La ligne est très claire et sans équivoque. Ne pas voir ça est une chose. Je mets ça sur le compte de l'ignorance ou le formatage social, ce qui se rejoint. Mais applaudir ce truc à deux mains, c'est du masochisme. Le fric a dû partir dans la poche de Léo, ses trajets en jet pour récupérer un trophée contre la pollution et l'entretien de son yacht, et ses teens de 22 ans vont pas se financer tout seuls. Bref, un produit de commande propre à l'époque que tout le monde oubliera dans une semaine max. Ça a été si terrible que ça. Non, pas terrible. Non, pas terrible, vous voyez. Le cachet de Leonardo DiCaprio pour ce film s'élève à la somme astronomique de 25 millions de dollars, soit environ 21 500 000 euros, ce qui représente le cachet habituel qu'il empoche pour un rôle au cinéma. Le salaire pharaonique de certains acteurs est un problème, mais un problème lié à l'économie du cinéma. Quel est le lien avec le fait d'apprécier ou non un film et d'en juger sa valeur artistique ? Le rapport sensible aux œuvres semble disparaître pour laisser place à un pur discours militant dénué de toute analyse. Cocasse pour des gens qui crient à la caricature. La simple mention de certains sujets leur permet de classifier une œuvre politiquement. Ces dernières années, le monde de l'art est devenu un espace de revendication autour de questions politiques et sociales, telles que le genre, l'orientation sexuelle ou la race. Ces prises de position soulèvent une interrogation essentielle. Quelle doit être la fonction de l'art ? La création esthétique doit-elle répondre à des exigences morales ? Le beau doit-il nécessairement être juste ? Et quel est finalement le rôle politique de l'artiste ? Ces débats méritent un véritable travail de réflexion, mais force est de constater que pour une grande partie du public qui s'en empare, la logique semble fonctionner à deux vitesses. Lorsqu'un film met en scène des terroristes comme héros face à un régime fasciste, il provoque souvent la polémique. En revanche, que dire des œuvres qui glorifient directement ou non des régimes racistes, misogynes ou ségrégationnistes, ou qui reprennent une esthétique fasciste, comme Naissance d'une nation ou 300. This is Sparta! Faut-il écarter ces films par confort intellectuel et moral ? Une œuvre, quelle qu'elle soit, reste avant tout un objet d'analyse d'une richesse considérable, à condition de l'aborder avec sérieux et sans jugement précipité ou idéologique. Ce que révèlent bien souvent les réactions hâtives d'une partie du public, c'est moins une réflexion argumentée qu'un pur ressentiment, témoignant d'une difficulté à construire une pensée véritablement critique et nourrissante. Ils ont une grille de lecture fallacieuse et mortifère, mais claire. Ils savent ce qui est de la propagande ou non d'un simple coup d'œil. Le questionnement et le doute, ces outils de liberté et de connaissance, ne font pas partie de leur logiciel, tandis que certains tentent de penser le monde dans son rapport esthétique, économique, social, politique, éthique ou que sais-je, d'autres crachent leur opinion désarticulée comme si elle méritait d'être entendue de tous. D'ailleurs, le sujet de la propagande au cinéma, sujet ô combien passionnant, mériterait davantage de réflexion dans le champ contemporain. Les frontières de la propagande ne se limitent pas à celles du camp politique adverse. Pour imager un peu plus mon propos, Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, que j'ai bien apprécié, est un formidable outil de propagande. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les droitiers, détracteurs d'une bataille après l'autre, s'insurger quant à la dimension éminemment propagandiste d'un tel film. La supériorité humaine et morale serait donc américaine.
Valoriser un pays fébrile à travers un film d'action qui ont fait sa glorification, c'est acceptable et encourageable. Questionner le présent et le futur de ces États à travers le regard révolutionnaire raté d'extrême gauche, c'est déjà trop. La mauvaise foi du supposé échec de l'entreprise stylistique du film n'est en fait qu'une posture pour servir un discours politique. On a de la chance d'avoir un film à visée populaire, extrêmement ludique dans sa mise en scène. On s'amuse et le cinéaste joue avec nous. Je pense à diverses séquences comme la discussion entre Willa et son père biologique dans la chapelle, qui joue sur une attente insoutenable, à la séquence où Bob est défoncé et tente de s'enfuir de chez lui avant l'arrivée des forces armées, ou encore à l'incroyable course-poursuite dans le désert. Mais non, on ne parle jamais de forme et de cinéma, seulement de petits êtres touchés dans leur ego, qui, dépassés par la compréhension d'un film, s'empressent de faire savoir au monde qu'ils se sentent heurtés par une chimère. Il faut savoir nuancer sa compréhension et l'enrichir en explorant les œuvres, mais ça demande du temps, du doute et d'interroger les formes. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez aimer cette vidéo et la partager. N'hésitez pas à poster dans l'espace commentaire, je vous lis tous. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Merci de votre attention et à la prochaine.